Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce vendredi, la dernière de la semaine. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. Couverture santé, titre le quotidien La Nouvelle Expression. Un médecin dénonce le bluff. Au-delà de certaines révélations fracassantes depuis plus d'un an, l'ancien membre du syndicat national des médecins du Cameroun, qui était au départ de ce projet avec ses collègues, soutient que les Camerounais doivent savoir ce qui se trame là, c'est du business et rien d'autre. Et pour que ce business ne se fasse pas sur le dos, ils peuvent et doivent se mobiliser pour dire non. Le journal parle aussi du coronavirus, la proposition de aussi les personnes qui refusent de se faire vacciner devraient payer leurs soins en cas de contamination. De même que l'honorable Manfo parle même d'injecter le vaccin dans les bouteilles d'eau de consommation, a indiqué donc le député RDPC des Bamboutos. Le journal parle aussi de Coton Sport de Garoua. Ça passe ou ça casse. Le club camerounais est obligé de battre Jeunesse Sportive de Kabylie par 2-0 en espérant jouer la finale. Le journal L'Œil du Sahel, pour sa part, parle de probatoire général. Grand cafouillage à l'extrême nord. Certaines localités n'ont pas eu des épreuves et des examens probatoires. Des épreuves envoyées sur WhatsApp afin de les imprimer et distribuer aux candidats. D'autres localités où les épreuves étaient carrément insuffisante pour le nombre des candidats pourtant déclarés dans des centres d'examen. Le quotidien Le Messager parle de l'affaire de l'opération Épervier. Mebengo confond ses bourreaux, accablé et grossièrement cité dans une tonne de dossiers juridiquement infondés. L'ancien ministre de la Défense face à un ministère public en panne de preuves, nie tout en bloc, écrit le quotidien Le Messager, l'ancien ministre de la Défense qui était évidemment devant le tribunal criminel spécial. Le journal parle aussi de la Chambre des comptes. Révélation exclusive sur le rapport définitif. La publication de ce document relatif au fonds alloué à la lutte contre le Covid-19 reporté à une date ultérieure, sans d'autres explications, sans d'autres raisons officielles évoquées, écrit le quotidien Le Messager. Le journal Mutation, pour sa part, parle de riz et huile de palme. Pourquoi il en fait un plat? Le journal indique que le secrétaire général du groupement des importateurs explique les raisons d'une éventuelle pénurie de cette céréale et du déficit structurel de ce produit. Écrit le journal, de même qu'il parle du faux bond des députés par rapport au Covid-Gate. Le journal parle aussi de Maître Claude Assira, comprendre l'outrage à chef de l'État. Le quotidien Émergence parle pour la Cour suprême qui présente son rapport définitif ce jour. Ce sera à l'Assemblée nationale, écrit le journal. Et le quotidien Cameroun Tribune parle de préparation du budget 2022. Le PM rappelle les priorités. Évidemment, selon le journal, les priorités ici pour Joseph Dion-Gouté, c'est évidemment la maîtrise de l'endettement public, l'amélioration de la rentabilité des entreprises publiques, l'allocation de 30% du budget de l'État aux investissements et la finalisation des projets structurants devaient être figurent parmi ces priorités pour la période 2022-2024. C'était à l'issue d'un conseil de cabinet à l'immeuble Étoile. Le jour parle d'affaire Malika, 7 avocats contre Martin Kamumim. Le collectif Fouza a déposé une citation directe hier contre le journaliste accablé par une affaire d'atteinte aux bonnes mœurs. Le journal Le Quotidien économique qui parle d'Aliko Dangote qui a annoncé des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz. C'était à l'issue de son audience au Palais de l'Unité où il a été reçu par le chef de l'État. Place à présent avec nos invités sur ce plateau. Georges Sémé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Merci. Bon d'ailleurs. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Alors, l'actualité qui m'a marqué, j'aurais pu commencer par cette actualité qui nous vient de la région de l'Ouest, du côté des Bamboutos, avec le démantèlement de ces 5 hectares de cannabis, une actualité qui est d'ailleurs passée sur Equinox Télévision, où la police a mis la main sur 5 hectares, voilà, le groupement mobile d'intervention de cette localité a mis la main sur 5 hectares de cannabis qui faisait mitoyen avec un champ de maïs. Donc on a découvert cette idée ingénieuse, cette idée ingénieuse d'un agriculteur c'est une actualité très importante en matière de santé publique, mais également en matière de sécurité. Donc, j'aurais pu l'évoquer, mais je vais plus m'appesantir sur cette actualité qui a
eu cours mardi dernier dans la ville de Douala, avec l'opération qui a été lancée par la mairie de Douala, baptisée Restituer le trottoir aux piétons. Pour moi, c'est une opération salutaire parce que lorsqu'on se balade un tout petit peu dans les grands carrefours de la ville de Douala, pas seulement les grands carrefours, partout dans la ville de Douala, je vais citer quelques-uns des carrefours emblématiques comme le carrefour de Koti ou alors le boulevard des Nations qui part du marché central jusqu'au rond-point Dakar, ou encore le marché central, on observe pratiquement qu'il n'y a plus de rue. Bien sûr, même tout à côté de nous ici, à Mobi-Bonacouama, on observe qu'il n'y a plus de trottoir. Donc, je crois que c'est une opération salutaire qui va permettre à ce que la mobilité urbaine soit cette fois-ci meilleure, mais également qu'on puisse lutter contre le désordre urbain, mais seulement ça doit s'arrimer à la construction des équipements marchands. Parce que si on retrouve bon nombre de ces personnes, effectivement, si on retrouve bon nombre de ces personnes sur le trottoir, c'est parce qu'il y a un déficit en offre, en équipement marchand. Rentrer dans les marchés, ils préfèrent être aussi sur le trottoir. Oui, il y a des marchés qui malheureusement sont vides parce que les gens préfèrent vendre sur le trottoir parce que c'est à ce niveau, selon eux. Jusque là, la demande est forte. Voilà, c'est à ce niveau, selon eux, qu'on a plus de clients. Mais le fait qu'il y ait un déficit en équipement marchand ne peut en aucun cas justifier l'occupation du trottoir par des commerçants spontanés. L'action qui a été engagée par la mairie de Douala, pour moi, c'est une action à saluer, mais seulement, il faut qu'elle s'arrime à la construction des équipements marchands. Un véritable travail décisif pour le maire de la ville. Camille, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Actu. Bien sûr, l'actu. C'est vrai que la grande actu de ce champ, entre guillemets, de cannabis, déraciné du côté de Bamboutos, la ville de Bacham. Bamboutos, vraiment, ça marque, ça tétanisait tout le monde, parce qu'il est vrai que beaucoup de gens savent qu'en réalité, ceux qui plantent le cannabis dans ce pays, le plantent dans des champs de maïs ou de cacao. Mais avec ce qui s'est passé avec le maïs, c'était quelque chose de saisissant. Non, moi, l'actualité qui a marqué mon attention, c'est une fois de plus la Côte d'Ivoire, avec la condamnation à mort de Guillaume Soro. C'est-à-dire que je me demande si effectivement le président Ouattara n'a pas commis une erreur politique. Oui, dans le sens, c'est-à-dire qui va être contre-productif pour cet apaisement qu'il prétend appeler de tous ses voeux et que tous les Ivoiriens... Ça peut rebeller les pro-Soro qui sont en Côte d'Ivoire. Ça peut tout simplement rouvrir les cicatrices. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il peut aussi se faire qu'on peut condamner Guillaume Soro et quelques temps plus tard, il le gracie. Et ce qui peut aussi être un geste, un calcul politique. Mais s'il n'y a pas derrière cette condamnation une perspective de grâce présidentielle, eh ben, il y a tout lieu d'avoir peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Juste un mot avant de passer aux sujets principaux, on évoquait le cas de santé. Cette prise, cette image exclusive que Equinox a montée hier, des tonnes de boissons, des milliers de bouteilles de boissons importées, périmées dans un dépôt au quartier Cassa-la-Femme. Georges Sémé. Alors, je crois qu'il y a... ça pose plusieurs problèmes. D'abord, le déficit de contrôle dans nos frontières. Nous savons que nous avons plusieurs pans de nos frontières qui sont extrêmement poreuses, notamment... Non, ça a été dédouané au port autonome de Douala. Oui, le port autonome de Douala, c'est une frontière également, une frontière maritime. Donc nous avons des frontières poreuses. Poreuses, pas seulement parce qu'il y a un déficit de sécurité, mais seulement parce qu'il y a une complicité des préposés de l'administration qui laisse entrer ce type de marchandises, malheureusement, qui se révèlent être des poisons pour la consommation. Périmés en plus. Voilà, donc je crois que c'est une affaire extrêmement grave, mais il faut également que, à côté de la surveillance des frontières, il faut que le ministère du Commerce, qui, je crois, regorge d'une brigade de répression contre ce type de cas, fasse également son travail. Je me rappelle, il y a quelques mois, de cette histoire de gaz qu'on a intercepté du côté de Yassa, où il y avait des personnes qui siphonnaient le gaz. Et l'alerte est partie d'un individu qui en avait marre de voir que ça se passe comme ça sous ses yeux. Et il a observé à partir de sa fenêtre. À partir d'un immeuble, il a alerté par voie de Facebook. Or, on aurait bien voulu que
l'alerte soit donnée cette fois-ci par la brigade de répression et de contrôle du ministère du Commerce pour mettre fin à ce type de dysfonctionnement. Mais malheureusement, nous observons qu'avec le cas que vous venez de relever, nous observons que nous avons encore du chemin à faire en matière de contrôle et de répression de ce type d'actes. Et c'est malheureux, et c'est le consommateur, malheureusement, qui, une fois de plus, est obligé de consommer des produits qui sont impropres à la consommation. Mais Camille Nélé, d'après les sources proches du dossier, la principale personne qui a été interpellée dans l'affaire a dit avec toute désinvolture et assurance, non, à la douane, elle a donné 50 000 plusieurs fois. Arrivée, elle a donné 15 000 au commissariat 6e, elle a été interpellée. À la brigade de Nkoulouloun, elle a donné 25 000. C'est-à-dire, en toute assurance, elle a même dit, en présence du commandant de la brigade terre de Nkoulouloun, Camille Nélé, est-ce que finalement même c'est ceux qui sont chargés d'assurer, de veiller à ce que ce genre de produit, est-ce qu'il n'y a pas là une complicité finalement qui encourage tous ces faussaires à faire ce qui est fait là? Cette situation devrait prêter à rire, mais elle est dramatique. Elle est dramatique parce que quand vous voyez la quantité de boissons que les forces de l'ordre ont sorti ils n'ont même pas pu tout enlever. Je vous assure, Jean-Paul Chouniat, c'est tout simplement hallucinant. Quand vous réalisez que certaines de ces canettes étaient même rouillées, quand rouillées d'abord, périmées et rouillées, et quand vous réalisez que là-dedans, il y a même moi j'ai vu là-dedans des cartons de Bex. Bex, c'est une bière qui est très prisée, mais quand une bouteille de Bex vient de Chine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Non, il faut dire que les Camerounais, du moins certains hommes d'affaires camerounais véreux, multiplient les techniques d'ingéniosité les plus maléfiques pour pouvoir écouler n'importe quoi sur le marché. Et comme ils savent que les Camerounais aiment boire, ils aiment lever le coude, ils aiment la fête, ils sont prêts à leur proposer n'importe quoi, aussi bien la nuit que le jour. Et des boissons Est-ce que la faute n'est pas aussi à ceux qui laissent passer ce genre... Est-ce qu'ils devraient, même si on vous donne 2 millions, vous préférez sacrifier la santé des Camerounais? Parce que les malfaiteurs, il y en aura toujours. Oui, en réalité, pour cette affaire, il devrait y avoir même une enquête spéciale. Une enquête spéciale. C'est-à-dire que pour savoir exactement si cette femme a fait entrer ces produits normalement et légalement, comment est-ce que ces produits ont fait pour sortir du port? Comment est-ce que ces produits ont fait pour partir du port jusqu'à arriver à Kassa la femme? Et maintenant, comment expliquer ces bacs chiches? Elle écoute ces produits où? Qu'elle prétend avoir donné. Et maintenant, depuis combien de temps elle le fait? Et elle écoute ces produits où et comment? Elle a dit 6 mois. Il faudrait une commission d'enquête spéciale, mais vraiment une enquête spéciale approfondie parce que c'est dangereux. Et maintenant, essayer de remonter de la filière parce qu'elle n'est certainement pas la seule à le faire. Et imaginez le nombre de Camerounais qui attrapent des maladies, des insuffisances rénales et autres. D'autres qui en meurent même après avoir consommé. À cause de la consommation de ce genre de produits. Mais seulement, vous savez, les produits périmés, ce n'est pas seulement le cas de cette dame. Il y a des gens qui vendent même des produits actuels fabriqués au Cameroun qui sont périmés, qui les vendent sciemment et qui les emmènent dans les brousses, qui les emmènent dans des petits villages, mais ils savent que ces produits sont périmés, dont impropres à la consommation. De même, et alors, moi je dis le côté le plus criminel, c'est cette non-volonté du ministère de la Santé à mettre fin à ces pharmaciens de la rue qui vendent et des produits périmés et des faux produits. Qui prescrivent même. Je dis et des faux produits. Et injectent. Alors, moi je dis que il est extraordinaire qu'on ne mette pas une attention particulière sur ces pharmaciens de la rue, des personnes qui n'ont aucune compétence pour faire la pharmacie, mais qui vendent des produits pharmaceutiques pour établir tel. Et moi je dis que c'est extrêmement grave et qu'on laisse cela. Et il y a énormément de Camerounais qui attrapent et des insuffisances rénales et des affections cardiaques et même d'autres des cancers en consommant le plus régulièrement du monde ces produits qui sont vendus le plus légalement du monde en bordure de route. Est-ce que c'est pas là la preuve de l'incompétence des dirigeants à pouvoir mettre? Comment expliquer que ça se fait au coin de rue, tout le monde? Si on ne combat pas le médicament de la rue qui lui il rentre par contrebande, est-ce qu'il est possible qu'on lutte contre les produits alimentaires et les boissons de consommation? Mais pour le cas d'espèce, par contre, je voudrais préoccuper la Georges Sebin. Il y a l'association, le groupement des pharmaciens. Comment est-ce que le groupement des pharmaciens, jusqu'ici, n'a pas engagé une lutte contre cela? Eux qui sont habilités. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de la force publique? Mais il faut déjà qu'il y ait une volonté et qu'ils mettent tous les moyens pour mettre fin à cela. D'abord les pharmaciens, et ensuite les médecins, et ensuite maintenant le ministère. Parce qu'il ne faut pas dire le gouvernement. Les principaux... Donc tant que l'ordre des pharmaciens ne se bouge pas, on laisse prospérer. Mais l'ordre des pharmaciens, c'est les pharmaciens qui sont habilités à vendre des médicaments. Et quand tu vois des gens qui vendent des faux médicaments dans la rue, et ils savent qu'ils sont faux.
Mais s'ils se taisent, admettons même que certains pharmaciens s'y approvisionnent, comme on le dit, l'État va donc laisser faire parce que les pharmaciens ne bougent pas, Georges Sémé. Non, je crois que vous avez parlé d'incompétence, mais je crois qu'il y a également du laxisme. Ça pose un problème réel de gouvernance dans notre pays. Je crois qu'on est dans un déficit d'autorité de la force publique, parce que tout à l'heure on évoquait le cas de cette dame qui a pu partir du port de Douala jusqu'au point, dans un point de ravitaillement au quartier de dépôt ou avec des produits. Donc, du port de Douala jusqu'à chez elle, je crois qu'il y a quand même les services de police qui veillent au grain. Et lorsqu'on nous retrace des films de ce parcours où elle a pu corrompre plusieurs corps de notre administration, c'est hallucinant. C'est le même cas avec ces commerçants de la rue, ces médecins de la rue qui vendent, ou ces pharmaciens de la rue qu'on observe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des opérations. Et donc, Georges, je dois vous préciser que chaque soir, je l'ai observé, chaque soir, il y a toujours une patrouille de police qui passe et de forces de maintien de l'ordre qui passe, et discrètement, ils reçoivent quelque chose. Et effectivement, c'est pour ça que je parlais d'un problème de gouvernance. Donc, il y a la moralité publique qui pose un problème. Comment un proposé de l'État, quelqu'un qui est chargé de sauvegarder la santé publique à travers son instrument administratif, cède à la moindre corruption. Donc il y a un problème de gouvernance qui se pose. C'est vrai qu'il y a eu des opérations coup de poing qui ont été effectuées par-ci, par-là contre ces pharmaciens de la rue, mais ce n'est pas... On les voit toujours en train de faire ce petit commerce-là. Donc il y a un problème de gouvernance, et je crois que l'État est plutôt laxiste, et ce laxisme nourrit plutôt son pouvoir. Tout à l'heure, on parlait des occupants illégaux du trottoir. L'État a également laissé faire, et c'est aujourd'hui, on se rend compte peut-être 50 ans après qu'il faut réagir. Donc je crois qu'il y a un problème de gouvernance globale qui se pose, et il est grand temps que ce soit les pharmaciens, que ce soit les médecins, que ce soit les autorités administratives ou alors les forces de l'ordre, qu'on se réveille pour mettre fin à ce type de cas, parce que finalement, c'est le consommateur lambda qui empathie avec les causes de santé publique que cela peut engendrer. C'est trop facile de dire l'État, c'est qui? L'État, c'est pas seulement le gouvernement. L'État, c'est pas pour le bien. Il y a la citoyenneté aussi. L'État, c'est vous. Il y a la citoyenneté, mais je crois que l'État, d'abord, devrait prendre ses responsabilités. Est-ce que le citoyen a le pouvoir, par exemple, de trouver quelqu'un qui vend des médicaments de la rue et l'interpeller? Non, mais par contre, il a le pouvoir de dénoncer. Dénoncer ce qui est déjà visible, Camille. C'est visible, mais de dénoncer déjà, il a déjà fait. Et si la première autorité qui contacte ne fait rien, il peut aller au niveau. Mais parce que l'État, ce n'est pas seulement le fonctionnaire. L'État, c'est vous. L'État, c'est moi. Les faits sont là, Camille. On dénonce tout le temps, mais ça prospère toujours. Vous savez, à force de toujours rechercher le bouc émissaire suprême, hein, on ne trouvera jamais rien. C'est tout comme dans cette affaire de mœurs où on a vu une personnalité dire que non, c'est l'État qui est responsable de ça. En tout cas, passons à un autre sujet. Avant ça, Georges Sémé, évoquons cette une du quotidien L'Œil du Sahel qui parle du grand cafouillage du probatoire général. Camille Nélé, c'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, l'article du journal le dit, c'est inédit qu'on ait des épreuves au probatoire, des candidats qui attendent pendant des heures, les épreuves n'arrivent pas, des localités où le nombre de candidats, on a dans les sous-centres 200 candidats, mais c'est 100 épreuves qui arrivent, on se retrouve à faire des photocopies, des localités où il n'y a pas d'épreuves, on envoie les épreuves par WhatsApp pour imprimer. Georges Sémé, est-ce que quand on observe ça, il faut encore que le citoyen, que peut faire le citoyen face à une situation pareille? C'est acceptable dans l'éducation? C'est une inacceptable désinvolture à tous les niveaux. Moi, je pense que normalement, le ministre des enseignements secondaires devrait démissionner. Parce que ce que l'on a vu cette année, avec ces épreuves, qui sont dictées même aux élèves, tout simplement parce qu'elles sont dictées, je vous dis dictées, on n'a jamais vu ça. Les épreuves qui arrivent par WhatsApp, parce qu'on s'imagine qu'en le faisant, on peut réussir ainsi à essayer de contourner la fraude. Mais en oubliant qu'en envoyant le WhatsApp aux responsables de l'éducation, on peut aussi l'envoyer on peut confondre des destinataires. Serment des candidats. Donc moi, je pense que ce qui s'est passé cette année relève, comme le dit l'œil du Sahel, de l'inédit, et on ne peut pas dire que vraiment c'est surprenant. Parce que vous savez que l'année dernière, ça a été l'eau qui a coulé. Cette année, il y a un candidat qui a d'ailleurs été coulé, je crois, à 2 ans. Voilà. Est-ce que quand on regarde ce qui arrive encore là, est-ce que c'est, Camille, une fois de plus, à qui la faute finalement? C'est d'abord la faute au ministre.
d'abord la faute au ministre. Le ministre devrait prendre des dispositions déjà pour... Qui est membre du gouvernement, il faut le préciser. Oui, qui est membre du gouvernement, qui est responsable des enseignements secondaires, aurait dû prendre des dispositions pour que cette année soit meilleure que l'année dernière. Mais malheureusement, ça a été vraiment... Ça s'empire. Non, ça a été l'abîme. Ça a été l'abîme, c'est-à-dire que on se retrouve dans un trou sans fond. Et moi, je pense que ce qu'on a vu cette année, mais alors, ça n'a pas seulement été les WhatsApp, ça n'a pas seulement été des épreuves dictées, mais ça a même été des épreuves pour lesquelles les candidats ont commencé à composer à 19h ou à 20h, alors qu'ils sont partis de leur domicile à 8h du matin. L'intitulé de l'épreuve se trouve au bas de l'épreuve. Au bas de la page. Alors, je dis que c'est-à-dire que cette affaire-là devrait devrait être une préoccupation particulière pour le chef du gouvernement, parce que ce qu'on a vu, vraiment, c'est inadmissible. Et moi, je ne sais pas comment, et le ministre, et ses démembrements dans les régions et dans les départements peuvent... Et personne n'en parle, rien. Georges Sémé. Alors, je dirais que c'est extraordinaire quand même ce spectacle que le probatoire général nous a offert du côté de l'extrême nord. On peut dire peut-être que c'est isolé et que on ne peut pas généraliser, mais même si c'est isolé, je crois que c'est... Pendant des années, ça fait partie d'une organisation générale. C'est partie d'une organisation générale et sans demander, sans appeler à la démission du ministre, je crois quand même qu'il devrait prendre ses responsabilités. Ça entame sérieusement la crédibilité même de l'organisation générale de cet examen. Ça entame la sincérité des sujets qui ont été proposés aux élèves. Et même les diplômes qui vont être délivrés. Voilà, donc je crois que c'est extrêmement préoccupant et on devrait quand même voir clairement ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, que des épreuves d'un examen aussi sérieux soient envoyées plutôt par WhatsApp et que on les transmette comme ça. Non, sans compter qu'au baccalauréat, on a confondu le système de... Voilà, c'est tellement grave qu'on ne peut pas seulement se contenter de le commenter sur un plateau de télévision ou alors l'annoncer dans une de journal. Chacun devrait prendre ses responsabilités et voir où il y a eu un dysfonctionnement, où il y a eu une faute, afin qu'on en tire toutes les conclusions. Parce que quand même, c'est un examen important qui prépare l'élève à aller au bac et aller à l'enseignement supérieur. Donc on ne peut pas avec une légèreté aussi déconcertante, s'en réduire à des commentaires sur un plateau de télé ou alors à une de journal. Tout au moins poser le problème. Camille Nélé, on sort de ce sujet pour parler de couverture santé, un médecin qui dénonce le bluff. Camille Nélé, on a longtemps parlé de couverture santé. Georges Sémé, on a longtemps parlé de cette couverture santé. Comment vous l'appréhendez? Ça nous intéresse tous, hein, et le doyen a évoqué tout à l'heure les questions de cancer, d'insuffisance rénale due à la consommation des produits qui sont néfastes à notre santé. Et la couverture santé universelle, je crois que vient apporter un début de réponse à cela. C'est un processus qui est parti depuis 2016 et avec les atermoiements et les retards que nous connaissons dans notre administration, le contrat a été seulement signé en août 2020 avec un opérateur sud-coréen qui sera chargé de conduire la couverture santé universelle de notre pays. Mais avant cela, il y a d'abord des préalables. Je crois que le médecin qui dénonce aujourd'hui le bluff dans les colonnes de la nouvelle expression a fait partie de cette commission. Voilà, a fait partie de cette commission et a mis le doigt sur les préalables qui devaient conduire à la mise en effectivité de cette couverture santé universelle. Et nous savons que le processus part de 2021 à 2030 et que la première phase, ça s'arrête en 2005. Avant cela, comme je le disais, il faut des préalables. D'abord, il faut passer des contrats avec les formations sanitaires privées. Et je crois qu'en cela, l'État est encore en train de pêcher par sa lenteur habituelle dans le conventionnement de ces structures hospitalières privées. Mais également, il faut enrôler les bénéficiaires. C'est-à-dire... Comme on l'a fait en Côte d'Ivoire. Circonscrire avec exactitude ceux qui vont bénéficier pour ce qui est de la première phase de cette couverture santé universelle. On nous parle des enfants de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et des personnes qui bénéficient du programme de santé publique, c'est-à-dire les malades de tuberculose, de paludisme et de sida. Voilà les gens qui vont bénéficier pour la première phase. Mais à côté de cela, il y a également un achat du matériel qui va rentrer dans la mise dans l'effectivité même de ce programme. Donc je pense que les réserves du médecin qui est aujourd'hui affiché par la nouvelle expression sont fondées parce que c'est un processus qui prend d'abord du retard, mais en plus, on ne nous dit pas à quel moment effectivement ça va commencer. On a dit... Il n'y a pas un timing clair. Le timing aujourd'hui c'était juin 2021, mais nous sommes déjà en juin et on ne voit toujours pas la fumée blanche. Donc ça veut dire qu'il y a des blocages quelque part. Donc je crois qu'il faut associer tous les acteurs privés ou publics, mais également la société civile qui pourrait apporter des idées pour que cette couverture santé universelle soit effective. Enfin, c'est quand même 1300 milliards de francs CFA qui seront engagés en cela et je pense que c'est un problème assez sérieux. C'est déjà une bonne idée
que le Cameroun ait sa couverture santé universelle, mais il faut associer tout le monde à ce que cette couverture santé bénéficie au plus grand nombre. Camille Nélé, c'est vrai qu'on court après le temps. Parlons plutôt de cette proposition de Joshua aussi, qui indique que ceux qui refuseront de se faire vacciner paieront leurs frais de soins en cas de contamination. Il y a même un autre député, l'honorable Manfo, qui dit que il faudrait plutôt injecter le vaccin dans de l'eau à boire. Est-ce que tout le monde achète l'eau au bord de route? En tout cas, Camille Nélé. Non, mais le point de vue de l'honorable Josué aussi, moi je pense que sa posture s'adresse beaucoup plus particulièrement aux personnes de contact, c'est-à-dire les personnes qui sont dans les hôpitaux et tout ça, qui demandent que le vaccin soit obligatoire pour celles-là et que si jamais elles tombent malades, là alors c'est là où le couac, que ces personnes elles-mêmes s'occupent de leur propre traitement. Moi je pense que c'est une... C'est pas les vouer directement à la mort, puisque voilà, s'ils ne peuvent pas. Et encore, il y a des gens, et puis ensuite, vous savez très bien que le vaccin est libre. On est libre d'accepter ou de le refuser. Mais seulement, et vous savez très bien qu'au moment où il y a une sorte de scepticisme autour de ce vaccin, surtout que ce vaccin lui-même, il n'est pas conseillé pour des personnes présentant des comorbidités. Alors on se retrouve dans une situation où le député du SDF demande qu'on mette beaucoup plus de pression sur le personnel hospitalier pour que ces personnels soient absolument vaccinés. C'est eux qui reçoivent. Mais l'autre option que beaucoup de personnes ont tout simplement trouvé loufoque, c'est celle du député Manfo, qui demande tout simplement qu'il faut que tous les Camerounais soient vaccinés. Et à défaut, même s'il faut injecter le vaccin dans des bouteilles d'eau minérale, bon, c'est une formule absolument assez unique que ce député est en train d'inventer. C'est un peu de bouffonnerie, que même AstraZeneca, à laquelle même AstraZeneca n'a pas pensé, lui il pense mettre quelle le ingéniosité vaccin. Je vous dis, c'est tout simplement loufoque, mais bon, il est vrai qu'il est libre de penser ce qu'il veut, mais le problème de la vaccination est un problème assez sérieux, et les Européens eux-mêmes, et ceux qui sont en train de vacciner eux-mêmes, savent très bien que le problème de la vaccination se pose toujours de façon assez cruciale, pour la simple raison que le vaccin, lui, il est préventif. Et s'il est préventif, ça veut dire qu'on vous vaccine pour prévenir la maladie. Mais on ne vous vaccine pas tout simplement parce qu'il faut guérir la maladie. Et on se retrouve dans une situation où beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le continent africain soit tout simplement décimé en quelque temps. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on réalise que les gens qui sont décimés, c'est là les gens qui se trouvent dans les pays justement les plus développés, les plus vaccinés. Peut-être que les Africains, de façon naturelle, disposent des anticorps pour lutter contre le coronavirus. Ça, c'est une autre histoire. Mais contrairement au Cassandre, l'Afrique est le continent le plus épargné par le coronavirus. Georges Sémé, on va évoquer rapidement, comme on n'a plus assez de temps, la Chambre des comptes, révélation exclusive sur le rapport définitif. Il était attendu aujourd'hui, il a été reporté, aucune raison officielle donnée. Alors il était attendu hier déjà, aujourd'hui ensuite, et je pense que... Aujourd'hui n'est pas encore fini. Aujourd'hui n'est pas encore fini, et on nous annonce qu'il y a des tractations pour que finalement ce rapport soit rendu public. Nous l'attendons fermement parce que le précédent rapport qui a fait des choux gras était plutôt un rapport d'étape. Un rapport d'étape. Et qui englobait seulement 30% des 180 milliards qui sont évoqués dans ce rapport. Donc je pense que si on nous livre le rapport définitif, ça permettra d'avoir la consistance même de l'usage qui a été fait de ces fonds. Camille Nélé, pour sortir de ce sujet, le journal indique qu'il y a quand même des hauts magistrats qui redoutent que le fait de reporter la publication de ce rapport, il pourrait avoir des manipulations et tout ça. Est-ce que c'est fondé quand même? Mais il faut déjà que le rapport sorte. Le rapport sortant de la Cour suprême, de la Chambre des comptes de la Cour suprême, c'est un rapport qui constituera un élément assez pertinent pour induire des poursuites contre les personnes inculpées et impliquées, et maintenant peut-être mettre hors de cause toutes ces autres personnes qui sont jetées en pâture à la vindicte populaire. Mais comme je disais à Georges Sémé, les gens disent que le rapport va sortir aujourd'hui. L'aujourd'hui n'est pas encore fini, on attend la journée d'aujourd'hui, et s'il ne sort pas aujourd'hui, il faudrait bien qu'on nous explique pourquoi il n'est pas sorti aujourd'hui et quand il va sortir. Mais la seule certitude est que ce rapport est fortement attendu. Il faut qu'il finisse, et qu'il permette au Camerounais d'en finir avec ce suspense, ce rapport, et qu'on sache enfin qui a fait quoi. Mettre fin à ça. Et qui n'a pas fait quoi. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé publique, devant les députés, a clairement dit, il a été interpellé là-dessus, il a clairement dit qu'il n'a aucun franc chez lui, il n'a rien pris, contrairement à ce qui a été dit dans les réseaux sociaux.
Bandaounda Malachi, pendant longtemps que tout ce Covid-Gate, ce scandale, on fait un mot pour une fois, on peut dire qu'il a donné sa version des faits. Alors, l'atteinte à la fortune publique n'est pas circonscrite pas seulement au vol ou alors au détournement de fonds publics. Il y a d'autres faits qui tombent sous le coup de l'atteinte à la fortune publique. Et le fait de dire que je n'ai aucun franchissement ne vous dédonne pas quand même de ce que vous avez effectué une faute de gestion ou alors une malversation tout autre dans le cadre de la gestion. Ou même que vous n'avez pas favorisé quelqu'un. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc, je crois que ce rapport qui est prêt, ce rapport est déjà prêt, il manque seulement sa publicité. Lorsqu'il sera rendu public, on aura tous les tenants et les aboutissants de la gestion de ces 180 milliards ou s'il faut s'en tenir seulement à le haut rapport d'étape qui est déjà extrêmement grave, où quand même il y a des personnes de notre haute administration qui devront rendre gorge, avec malheureusement aussi des personnes du privé qui se sont laissées entraîner dans un type de marché qui ne sont pas très orthodoxes. Donc nous attendons ce rapport et j'espère que dans les prochaines heures, nous l'aurons définitivement. Allez, pour sortir de cette émission, on parle maintenant de l'affaire Mebengo, opération épervier. Camille Nélé, le messager qui titre Mebengo confond ses bourreaux, jusqu'ici accablé et grossièrement incité dans des tonnes de dossiers juridiquement infondés, écrit le journal. L'ancien ministre de la Défense face à un ministère public en panne de preuves, ni tout en bloc. Est-ce que dans une situation pareille, lorsqu'on a les preuves, est-il possible pour un prévenu de nier en bloc des preuves évidentes? Et qu'est-ce qui peut être considéré comme preuve? Parce que dans un dossier, justement, dans un judiciaire, les preuves sont des éléments irréfutables, des éléments contre lesquels on ne peut rien. Et le messager qui suit cette affaire de très très près, parce que c'est pratiquement le seul journal, avec le journal de Bobby Clon, Kala, qui suivent de très très près cette affaire Mebengo, qui a fait énormément de bruit il y a 2 ans, au moment de l'arrestation de ce très proche collaborateur du chef de l'État, et à qui on a accusé d'avoir détourné des milliers de milliards. 196 milliards de francs. Des centaines de milliards. Et aujourd'hui, le messager, d'après le compte rendu d'audience, parce que ce qui est intéressant avec cet article, c'est que le messager ne fait que restituer ce qui a été dit simplement. Et il a dit, effectivement, il a fait part de cette examination in chief de l'ancien ministre de la Défense, qui maintenant se défend et qui maintenant est en train de donner des informations beaucoup plus précises, notamment sur l'accusateur principal, que l'on présentait comme le contre-amiral Nsola. Mais le contre-amiral Nsola, en fait, avec qui il a eu des problèmes personnels. Vous savez très bien que c'est pendant qu'il était ministre de la Défense que le contre-amiral Nsola, qui venait, le capitaine de vaisseau Nsola, qui venait d'être nommé contre-amiral, a été renvoyé en 2e section et à cause justement d'un choc, d'une confrontation entre lui et le ministre et des accusations qu'il avait portées directement à l'attention du chef de l'État. Et on sait très bien que là, on a entendu Alain Edgar Mebengo dire qu'il est même abusif de continuer à appeler M. Sola contre-amiral parce qu'il est aujourd'hui capitaine du vaisseau. Il touche des indemnités de capitaine du vaisseau. Et maintenant, le ministre a donné des éléments très précis. Pour être précis, c'est-à-dire qu'il est le contre-amiral, c'est le grade de général de brigade. Voilà, il a été ramené au grade de colonel. Voilà. Et vous savez, son affaire avait quand même fait beaucoup de bruit à cette époque-là, où il était il était en poste en Chine. Et il avait été fait général. On lui a demandé de rentrer au Cameroun. Il a refusé. Et ça crée il se dit qu'il a plutôt envoyé un rapport au chef de l'État accusant Alain Edgar Mebengo d'avoir détourné de l'argent et d'avoir... et venant quand même d'un officier général supérieur. De son rang. Donc c'est une affaire aujourd'hui. En lisant le messager aujourd'hui, nous n'allons pas le lire pour les lecteurs, mais on voit que l'ancien ministre de la Défense se défend et présente des arguments qui ont certainement du poids. Oui, qui ont même certainement ébranlé et les juges et le ministère public qui maintenant devra trouver les réponses, parce que c'est pour cela certainement que le messager a mis Mebengo confond ses bourreaux entre guillemets. Georges Semé, l'ancien ministre de la Défense, qui se défend finalement bien. Oui, la justice criminelle spéciale est sur le dossier et je crois que la lumière de une de nos confrères de messagers, on observe quand même qu'il y a des balbutiements du côté de l'accusation qui n'arrive pas à ficeler le dossier d'instruction et à apporter les preuves avec grand P que M. Mebengo est auteur de tout ce qui lui est reproché aujourd'hui. Donc je pense que c'est un procès qui gêne un tout petit peu. Je ne parlerai pas de l'affaire Vamoulke qui est déjà à plus de 60 renvois, etc.
le cas Mebengo est également préoccupant parce que lorsqu'on accuse quelqu'un des faits aussi graves, on devrait brandir les preuves qui l'accadent. Et le procès devrait couler tranquillement, mais ce n'est pas le cas avec l'affaire Mebengo où on voit l'instruction balbutier et malheureusement ça conforte davantage Mebengo qui, à mon avis, n'est pas blanc comme neige également. Tout à fait. Blanc comme neige, mais il faut apporter des preuves probantes, excusez-moi du peu, probantes qui prouvent effectivement que M. Mebengo est effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés. Est-ce que cette affaire Mebengo et le cas Amadou Vamboulke ne montrent pas quand même à quel point la justice a beaucoup de difficultés, Camille? Non, la justice camerounaise a beaucoup de difficultés et ce n'est pas la seule affaire. Vous savez, la justice camerounaise, on se peut pourtant... 60 renvois. Pourtant, le Cameroun a d'excellents magistrats. Pourtant, le Cameroun a d'excellents textes. Pourtant, le Cameroun a tout ce qu'il faut pour rendre une justice normale. Est-ce qu'il n'y a pas là le poids de l'exécutif par hasard? On l'a souvent dit. On a souvent dit qu'il y a eu le poids de l'exécutif. Qu'est-ce qui peut empêcher les magistrats de travailler plus en toute liberté et rendre des verdicts comme il le faut? Mais je pose même la question, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un magistrat ne puisse pas se dire que bon, cette affaire-là, je la règle en une fois. Moi, je me souviens par exemple de l'affaire Mara Fami Duaya, qui a été réglée en 3 mois. Et les audiences, il y a même des audiences qui commençaient le matin et qui se terminaient le lendemain. Moi, je ne vois pas pourquoi des affaires aussi graves et aussi importantes. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des années. Le prévenu est en prison. Regardez, ça fait 2 ans que Alain Edgar Mebengo a été interpellé. C'est 2 ans après qu'on commence à ouvrir le dossier. On souhaite que cette affaire aille très vite, comme des milliers d'autres affaires, un peu comme l'affaire de l'insulteur de Njomé Penja qui a pris un temps éclair pour être résolu. On souhaite que notre justice réagisse comme ça. Non seulement par sa brillance, mais également par sa célérité à traiter les affaires. Merci Georges Sébé, merci à Camille Nélé. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Retrouvons-nous lundi déjà pour une autre édition de la semaine. Ce sera certainement avec Flavien Valondongo qui est déjà de retour.